le travail W1 vers 2, donc c'est moins PDV, donc vous avez cette relation. Donc quand le travail, c'est en fait, c'est W12, c'est NRT, ln de P2 sur P1, d'accord? Lorsque vous avez, disons, une transformation isochore, donc le travail qui est fourni, donc il n'y a pas de travail, c'est nul. Il n'y a pas de variation de volume, c'est tout à fait normal. Donc il n'y a pas de travail fourni. D'accord? Bien. Donc on avait, je pense, abordé donc le travail, plutôt la transformation diabatique. Donc le travail concerne une transformation diabatique. Et donc le travail, c'était quoi? Donc en fait, c'était le travail W12, donc d'un état A vers un état 2 d'évolution. Donc c'est P de V2 moins P1 V1 sur gamma. Avec gamma, donc c'est le coefficient d'isentropie. D'accord? Ils sont en principe, c'est CV sur 7. Bien. Donc en fait, on en est là. Et on avait introduit la notion de chaleur. D'accord? On avait introduit la notion de chaleur. Et donc, en fait, bon, la chaleur, tout le monde sait qu'est-ce que c'est que la chaleur. Donc, en fait, c'est la quantité d'énergie transmise, si vous voulez, à un corps pour élever sa température, n'est-ce pas? Donc, en fait, la quantité de chaleur transmise que vous lisez ici, d'accord, c'est entre deux états, état 1 et état 2, que l'on a, si vous voulez, Q1, 2. Bon, si je prends ce petit récipient qui est très simple, donc si je prends un récipient dans lequel il y a de l'eau, qui était en état 1, si je la chauffe, elle va varier, donc elle va évoluer vers un état 2. D'accord? Elle va évoluer sur un état 2. Maintenant, ce qui est important pour nous, regardez le sous-titre ce qu'on appelle la chaleur sensible. La chaleur sensible. D'accord? Bon, donc, on va maintenant distinguer entre chaleur sensible et l'autre type de chaleur que nous allons voir tout de suite. En fait, la chaleur sensible, c'est ce qu'on appelle la chaleur ajoutée ou enlevée à une substance, donc c'est le système lui-même, pour produire un changement de sa température. D'accord? Alors, regardez bien, la chaleur sensible, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente ou elle diminue uniquement la température du système. D'accord? Donc la chaleur sensible, c'est utilisé pour faire varier uniquement la température. Est-ce que c'est clair? OK? Donc vous avez un gradient de température, donc une variation de température, bon, d'où une transition de fusion. Donc en fait, vous avez une variation de température lorsque vous avez mis en jeu d'une chaleur sensible. D'accord? Maintenant, on va passer, donc en fait, la chaleur sensible, comme on l'a vu la dernière fois, donc en fait, c'est quoi? C'est comme vous voyez ici, donc la variation de la chaleur sensible, donc d'un état vers un état 2, c'est MC dt, d'une manière générale, bien sûr, d'accord? Bon, maintenant, on va voir qu'il peut y avoir, si vous voulez, un CP, donc à pression constante, ou CV à volume constant, et on va voir donc qu'est-ce que ça va donner. Donc, C, c'est la chaleur massique, C, c'est la chaleur massique de la substance, matériau, fluide, c'est le système, d'accord? Et l'unité, il ne faut jamais perdre de vue l'unité de la chaleur sensible, qui sont des joules par kilogramme par degré Kelvin. D'accord? Et donc, en fait, elle est considérée constante, c'est tout à fait normal, donc sinon on ne pourrait pas intégrer. Donc, en fait, lorsqu'on voit, si vous voulez, une évolution d'un état, d'un système, d'un état 1 vers un état 2, dans lequel il reçoit de la chaleur Q, d'accord? Et donc, en fait, la variation de chaleur du ce corps de système, qu'on appelle Q12, de l'état 1 à l'état 2, qu'on appelle Q12, c'est l'intégrale, bien sûr, lorsque vous avez ici, donc en fait, ça c'est la dérivée, donc c'est la différentielle. Donc, j'intègre la différentielle, donc là, j'ai la variation Q12 égale intégrale de l'état A à l'état 2 de MCP dt. Donc, MC, c'est constant, je le sors. Et en fait, qu'est-ce que je vois? Donc, il évolue de la température T1, d'accord, ici. Il évolue normalement de la température T1 vers la température T2, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que donc en fait, j'intègre tout ça. Donc, c'est MC T2, T2 moins T1, tout simplement. D'accord? Et en fait, la chaleur reçue par le système ou par le corps lui-même, donc, c'est MCP delta T avec delta T égale T2 moins T1. Alors maintenant, on revient un petit peu à ce qu'on avait dit tout à l'heure. D'accord? Vous avez les chaleurs sensibles qui peuvent, si vous voulez, avoir cette forme. Donc Q1, 2, c'est MCV delta T, donc c'est pour une transformation isochore. D'accord? Ou on peut avoir, par exemple, si vous voulez, une variation de pression, donc il y a automatiquement une variation de quoi? De température, mais si vous voulez, à volume constant. Ici, qu'est-ce que nous avons? Donc, en fait, un Q12 qui est MCP, cette fois-ci delta T, c'est pour une transformation isobare. Donc, en fait, vous laissez le volume qui va changer, d'accord? Et en fait, aussi la température qui va changer. Donc, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, c'est la notion de chaleur sensible. La notion de chaleur sensible, c'est que la chaleur, c'est la quantité de chaleur qui est mise en jeu pour varier la température du système ou
du système ou du corps lui-même, tout simplement. Variation de température simple. On va définir aussi un autre type de chaleur, ce qu'on appelle la chaleur latente. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, donc on a une certaine chaleur Q, d'accord? S, que j'appelle chaleur sensible, d'accord? Et bien sûr, il y a deux expressions, qu'il s'agisse, si vous voulez, d'une transformation isocore ou d'une transformation isobare. Donc, vous avez Q1,2, c'est quoi? C'est égal à quoi? mCV delta T, pour une transformation isocore, d'accord? Vous avez Q1,2, c'est égal à quoi? À mCP delta T pour une transformation, donc ça c'est isocore, et ça c'est isobare, d'accord? Maintenant, la notion de chaleur latente. C'est un autre type de chaleur qu'on appelle la chaleur latente, d'accord? Alors, la chaleur latente, comme vous le voyez ici, s'il vous plaît, donc un autre type de chaleur est appelé aussi la chaleur latente. Vous voyez ici la chaleur latente? Donc, c'est appelé chaleur latente. Alors, cette chaleur latente, c'est quoi? C'est la quantité de chaleur ajoutée ou retirée d'une substance ou d'un système pour produire un changement de phase. Donc, ici, remarquez bien ici, oui, vous avez un changement de phase. D'accord? Lorsque la chaleur latente est ajoutée, aucun changement de température ne se produit. Bon. Ça veut dire que c'est faux un petit peu, donc en fait, mais ce qu'il faut savoir, regardez, lorsque vous prenez par exemple un récipient et vous avez de l'eau à l'intérieur. Donc, si vous allez le chauffer, donc si je prends par exemple de l'eau ici, ben, l'eau c'est liquide, d'accord? L'eau c'est liquide. Alors bien sûr, si je suis par exemple à une température, disons, ambiante de 20 degrés Celsius, le corps il reste liquide, l'eau reste liquide, il n'y a aucun problème. Si j'augmente la température, elle va évoluer. Alors, à partir de quelle température l'eau commence à s'évaporer? S'il vous plaît? Quelqu'un peut me dire? Ah, monsieur. À partir de quelle température l'eau commence à s'évaporer? 100, monsieur. 100, oui, évidemment, c'est 100 degrés, tout le monde le sait là. Donc vous avez 100 degrés, d'accord? Mais regardez, lorsque j'arrive à 100 degrés, qu'est-ce qui va se passer? L'eau qui était sous forme liquide, elle va se transformer en quoi? En vapeur, d'accord? Elle va se transformer en vapeur, c'est tout à fait normal. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Alors, justement, l'eau qui était liquide, c'était un état 1, liquide, d'accord? Maintenant, qui était à 20 degrés, lorsque la température atteint 100 degrés, c'est là où l'eau commence à s'évaporer. Donc, en fait, lorsqu'elle change de phase, je suis déjà à 100 degrés. C'est pour ça qu'on dit que, si vous voulez, lorsque la température, changement de température ne se produit pas, parce que je suis déjà à 100 degrés. C'est à ce moment-là que l'eau va changer de phase, disons de phase, elle devient vapeur. Donc, elle va devenir, si vous voulez, vapeur. Et c'est ce qu'on appelle un changement de phase. Un changement de phase, c'est un changement d'état complet. L'eau qui était liquide, elle devient vapeur. D'accord? Éventuellement, lorsqu'elle était vapeur, on va la condenser, elle devient aussi eau, et ainsi de suite. Donc, l'eau qui va, si vous voulez, aussi se congeler, aussi elle change de phase, devient glace. D'accord? Et c'est un changement de phase. Donc, la notion de chaleur latente, c'est la quantité de chaleur qu'on doit fournir au système ou à la substance pour qu'elle puisse changer de phase. D'accord? OK? Et bien sûr, cette fois-ci, donc, la quantité de chaleur que j'appelle cette fois-ci QL, donc regardez s'il vous plaît. Donc, la première, donc, il existe deux types de chaleur latente. Ce qu'on appelle la première, c'est la chaleur latente de fusion. D'accord? Donc, il s'agit de la condensation ajoutée ou retirée pour le changement de phase entre le solide et le liquide. C'est tout à fait normal. Donc, le liquide, disons le solide fond, il n'y a pas de problème. Et vous avez une autre, si vous voulez, de type de chaleur latente. Vous avez ce qu'on appelle la chaleur latente de vaporisation. C'est ce qu'on était en train de dire maintenant. Donc, en fait, vous faites changer de phase à l'eau qui était liquide, elle devient vapeur. D'accord? D'accord? Maintenant, vous avez aussi un autre type de chaleur latente, donc c'est la chaleur latente de condensation, c'est l'inverse. Alors, regardez un petit peu maintenant, disons, l'expression de la chaleur latente. Vous avez ici QL, normalement, il y a un indice L ici, donc QL, c'est M fois L. M, c'est la masse du système ou la substance considérée, et la chaleur massique associée, donc ce qu'on appelle la chaleur latente massique associée à un changement d'état, et cette chaleur doit être libérée, donc si vous voulez, pour passer de l'état à liquide,
ou bien absorber, de passer liquide à vapeur. Alors, quelle est la chaleur latente de vaporisation de l'eau, d'après vous? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la chaleur latente de vaporisation de l'eau? Alors, j'écoute. Si vous avez par exemple de l'eau, si par exemple j'ai 1 kg, d'accord? 1 kg d'eau, quelle est la quantité d'énergie que je dois fournir pour le faire passer à l'état vapeur? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît? Oui, j'écoute. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la quantité d'énergie, la quantité donc que je vais fournir pour, disons, faire évaporer complètement 1 litre d'eau? Aucune idée? J'écoute, les jeunes. Allô? 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 Oui, Basta. monsieur. Alors, c'est combien la chaleur latente de vaporisation, d'accord? Elle est égale à combien? Je ne sais pas, aucune idée. Aucune idée? Donc, en fait, si vous avez... Pardon? 419 kilojoules. Non. Ça, c'est le CP de l'eau, d'accord? Si vous avez 1 kg d'eau, d'accord, à 0 degré Celsius, donc pour le faire passer, si vous voulez, pour faire évaporer toute cette quantité d'eau, d'accord, 1 kg d'eau, il me faut 2500, d'accord, joules, donc joules par kilogramme, d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, il me faut 2500 joules par kilogramme d'eau. Donc, pour évaporer complètement 1 kg d'eau, je dois fournir 2500 joules ou kilojoules, peu importe, ça dépend de ce que vous voulez, donc kilojoules par kilogramme. D'accord? Ça, et bien sûr, lorsque j'ai pris de l'eau qui était à 0 degré, d'accord? Maintenant, si je prends par exemple 1 kg d'eau, donc 1 kg d'eau, qui n'est plus à 0 degré, par exemple, si je considère que l'eau est à 20 degrés de température ambiante, je ne vais pas fournir 2500, je vais peut-être fournir à peu près 2450 donc, kilojoules par kilogramme d'eau. D'accord? Vous voyez bien, lorsque la température change, la quantité d'énergie que je dois fournir, elle est relativement différente. En principe, vous avez des tables. Vous avez des tables, donc des tableaux qui vous permettent de connaître, disons, la chaleur latente de vaporisation de l'eau, d'accord? Et en fait, qui est nécessaire pour faire évaporer complètement 1 kg d'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, on va le voir donc dans le conditionnement d'air, c'est ce qu'on appelle, pour moi, le HFG. Donc c'est la chaleur H, heat, d'accord, pour transformer un fluide en gaz, HFG, qui est égal à 2500 kJ par kilogramme lorsque la substance se trouve à 0 degré. D'accord? Et ça, c'est une notion très importante. On va la retrouver à chaque fois, surtout dans le conditionnement d'air. D'accord? Bien sûr, moi, maintenant, si j'avais de l'eau à 0 degré, que je la fasse évaporer, je dois faire 2500 kJ par kilogramme. Donc, si je dois, par exemple, si j'ai de la vapeur d'eau, pour la condenser, je récupère combien? Donc, si je la fais passer qui était à 100 degrés, par exemple, si je la fais passer, donc je suis obligé de récupérer 2500 kilojoules par kilogramme lorsque je la rends à 0 degré. Donc, vice versa. Donc, je fournis 2500 et je récupère éventuellement 2500 pour la condenser. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Donc, ce que je voudrais que vous sachiez, s'il vous plaît, c'est des choses importantes. Donc, il faut savoir quels sont les différents types de transformations. Ça, c'est important, il faut les connaître. D'accord? Transformation. D'accord? Ensuite, il faut savoir, disons, les travaux mis en jeu dans chaque transformation. D'accord? Dans chaque transformation. Et aussi, donc, les quantités de chaleur qui sont mises en jeu. Donc, les quantités de chaleur. Les quantités de chaleur. Donc, en fait, nous avons quoi? Nous avons la chaleur sensible, QS, qui est la chaleur sensible. Et vous avez QL, qui est la chaleur latente. D'accord? Chaleur latente de vaporisation. Alors, bien sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que la chaleur sensible, elle change la température du système uniquement. Elle change la température du système. Et ensuite, vous avez le QL, c'est donc la chaleur latente, c'est la chaleur nécessaire pour faire évaporer un corps,
Le passer donc d'un état vers un autre, donc changement de phase. Quand la chaleur sensible, il n'y a pas de changement de phase. Chaleur latente, il y a changement de phase. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce Monsieur, que c'est? Oui, j'écoute Bakir. monsieur, s'il vous plaît, on peut avoir un exemple à la chaleur sensible. La chaleur sensible, bon, imaginez par exemple que vous avez par exemple un corps, d'accord? Bon, mélange, on va prendre de l'air, d'accord? Imaginez que vous avez de l'air qui est à température ambiante à 20 degrés Celsius, d'accord? Et ensuite, vous le chauffez avec une résistance. Vous voyez par exemple le sèche-cheveux. Sèche-cheveux, le cheveux beige alcool. Oui, D'accord? Si vous chauffez, la température va augmenter à une certaine température, donc peut-être je dirais 80 ou soit, je dirais 70 degrés, d'accord? Donc la température a changé, mais c'est toujours de l'air. Nous sommes d'accord? oui. C'est ça. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que la chaleur sensible? Donc elle ne change que la température. C'était 20 degrés, je chauffe l'air, il devient 70, mais son état reste le même. C'est de l'air toujours, d'accord? OK? Oui. Maintenant, la chaleur latente, c'est clair. La chaleur latente, c'est quoi? C'est lorsque vous faites bouillir de l'eau, bah, elle va s'évaporer, n'est-ce pas? Au départ, elle était liquide, elle devient vapeur. Donc, il y a changement de phase. Donc, la chaleur mise en jeu, c'est de la chaleur latente. Et vice-versa, lorsque vous condensez de la vapeur d'eau, vous mettez en jeu de la chaleur latente parce que vous changez de phase de vapeur vers liquide. C'est clair? C'est bon, Bakir? Oui, monsieur, merci. Et pour les autres, c'est bon, s'il vous plaît? Alors, s'il vous plaît, toutes ces notions que nous sommes en train de définir, on va les retrouver dans le chauffage, on va les retrouver dans la ventilation, on va les retrouver dans le conditionnement d'air. Donc, ce sont des notions qu'il ne faut pas perdre de vue, s'il vous plaît. D'accord? OK? Bon. Bien sûr, donc, en fait, les changements d'état, donc, dans les machines thermiques, on va les exploiter par la suite. D'accord? Alors, voilà, donc vous avez des exercices que dans le Polycode, je pense qu'il faut les exploiter par vous-même. Vous avez la solution à côté, donc ça pose pas de problème pour comprendre. C'est clair? Vous avez un autre exercice ici, pas de problème, on va sauter. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le cours. Vous avez exercice 3, ok. Vous avez toujours les solutions. Alors maintenant, voilà, on arrive au chapitre 2, ça c'est une chose qui est très importante. Donc en fait, tout ce qu'on avait défini, si vous voulez, c'était des préliminaires. Donc on va passer maintenant ce qu'on appelle les gaz parfaits et transformation et premier principe de la thermodynamique. D'accord? Et donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout les gaz. Alors, les gaz parfaits, bon, c'est ceux qui obéissent à la loi PV égale nRT, d'accord? C'est la loi, disons, des gaz parfaits que nous connaissons. Donc, il va y avoir certaines transformations. Donc, en fait, en thermodynamique, il y a le premier principe, il y a le deuxième principe que nous allons voir, si vous voulez, par la suite, d'accord? Ah, bien sûr, les fluides qui vont intervenir dans les machines thermiques, d'accord, sont assimilés à des gaz parfaits. Alors, les gaz parfaits, donc vous avez des gaz parfaits que nous allons étudier, d'accord? Ce sont des gaz qui vont obéir à la fameuse loi, donc si vous voulez, PV égale nRT, d'accord? Alors vous avez un gaz parfait, c'est un gaz dont les molécules n'ont aucune action mutuelle. Donc en fait, c'est les molécules qui sont un petit peu isolées dans un récipient, d'accord? Ça, c'est faux de toute façon. Il y a toujours, si vous voulez, des interactions entre les molécules d'un gaz ou qu'ils sont, d'accord? Et bien sûr, vous avez certaines conditions. Donc, voilà la définition de ce que c'est qu'un gaz parfait. D'accord? C'est un gaz réel, peut être considéré comme un gaz parfait, par exemple, sous une certaine pression ou une autre température, sous les hypothèses citées ci-dessus. D'accord? Alors maintenant, on va définir quelques variables des gaz. Quelques variables des gaz. Et la première, c'est le volume massique. D'accord? Ou, disons, la densité, appelée la masse volumique, tout ce que vous voulez. D'accord? La masse volumique, c'est quoi? En fait, on l'appelle petit v, donc il y a d'autres aussi qui l'appellent ρ, d'accord? Il y a d'autres qui l'appellent ρ, d'accord? Alors, regardez un petit peu, le volume massique, c'est de quoi? C'est des mètres cubes par kilogramme, d'accord? Alors, le volume massique, on l'appelle aussi de temps en temps le volume spécifique, d'accord? Volume massique ou le volume spécifique. Alors, bien sûr, vous voyez l'unité, c'est des kilogrammes, donc c'est des mètres cubes par kilogramme, d'accord? Et maintenant, on définit la masse volumique, masse spécifique, comme vous voulez, donc c'est ρ, d'accord, qui est égal à quoi? Donc je l'appelle petit nu, là, donc petit nu, qu'il a appelé. Et maintenant, vous avez la masse volumique, qui est, donc en fait, c'est quoi? C'est m sur v, donc c'est la masse
du système ou de la substance divisé par le volume, d'accord? Et c'est en kilogrammes par. Donc, en fait, c'est 1 sur lui. Donc, la masse volumique, c'est l'inverse du volume spécifique, d'accord? Le volume spécifique, c'est en mètres cubes par kilogramme. La masse volumique, c'est l'inverse, c'est des kilogrammes par mètre cube. Toutes ces notions sont importantes, s'il vous plaît, d'accord? Toutes ces notions, elles paraissent simples a priori, mais elles sont très importantes pour nous. C'est clair? On continue. Donc maintenant, la définition de la pression, c'est clair. La pression, c'est tout à fait normal. C'est une force divisée par une section. Donc en fait, la pression où que vous soyez, par exemple, donc si vous avez, disons, à l'intérieur, si vous voulez, d'un élément, donc un bocal, donc un récipient, et que vous avez par exemple un piston ici, que vous appuyez avec une certaine force F, ce piston a une certaine surface S, donc en fait vous avez, si vous voulez, un élément, un gaz ici, donc la pression qui va être exercée, si vous voulez, sur ce gaz, c'est certainement F sur S, c'est la pression, etc. D'accord? Ok? Et bien sûr, l'unité, c'est le newton par mètre carré. Alors, le newton par mètre carré, c'est le pascal. D'accord? Le newton par mètre carré, c'est le pascal. D'accord? En fait, la pression atmosphérique est égale à combien? La pression atmosphérique est égale à combien atmosphérique? J'écoute. Elle est égale à combien la pression atmosphérique? Quelle est la valeur de la pression atmosphérique en bar ou là en pascal? Ah, monsieur. Voilà, donc en fait, c'est 1 bar ou bien en pascal, c'est 10 puissance 5 pascal. D'accord? C'est 10 puissance 5. Alors, 1 bar, c'est 1,013 en fait. D'accord? C'est 1,013 bar. Et en fait, ou bien c'est 10 puissance 5 pascal. Enfin, le pascal, c'est le newton par mètre carré tout simplement. C'est clair? Bon, maintenant, la température, c'est un paramètre qui calcule l'état thermique du gaz. Donc, en fait, c'est 100 degrés d'agitation. Vous savez très bien que plus le gaz est chaud, plus l'agitation des molécules est importante. Donc, plus la température augmente, plus le gaz bouge à l'intérieur du récipient que nous avons ici. D'accord, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, c'est clair? Oui, monsieur. Très, très bien. On continue donc. Bon, maintenant, si vous voulez, donc, en fait, les états des gaz parfaits, donc, vous avez plusieurs lois, d'accord, qui régissent, disons, l'évolution d'un gaz d'un état vers un autre état, d'accord, ou plusieurs états, peu importe, d'accord, ce qu'on va voir. En fait, tous les gaz à des pressions suffisamment basses, à température élevée, faible densité, sont comme des gaz parfaits, d'accord. Lorsque vous avez des températures basses et disons, des températures élevées, on peut les comme des gaz parfaits. Donc, vous avez 3 lois qui obéissent. Donc, les gaz parfaits obéissent à 3 lois principales. Les 3 lois, c'est ce qu'on appelle la loi de Boyle, d'accord, la loi de Schall et la loi de Gay-Lussac, d'accord. En fait, la loi de Boyle, ce qu'on appelle la loi de Boyle-Mariotte, d'accord, c'est la loi de Boyle. Donc, la loi de Boyle, c'est quoi? En fait, vous avez le volume occupé par une certaine masse de gaz, mais la température constante varie inversement avec la pression qui est subie. Donc, vous avez la loi de Boyle-Mariotte, c'est ça. Donc, en fait, P1V1 égale P2V2 égale P3V2 égale P4V4 égale constante. C'est une constante, d'accord? Pourquoi? Parce que la température est constante, tout simplement. Tout simplement, si vous maintenez un gaz à une température constante, n'oubliez pas que nous avons toujours, disons, PV égale nRT. Ça, c'est des constantes. Si vous maintenez la température constante, ça veut dire que le produit PV est constant, tout simplement. Et quel que soit l'état où vous êtes, donc vous avez, donc c'est P1V1, ils étaient à un certain, disons, vous avez P1V1, vous avez toujours P2V2. Donc en fait, si vous maintenez la constante, si la pression change, le volume change et vice-versa, pour maintenir cette égalité, d'accord? Parce qu'on est obligé d'avoir, donc P2, V2, donc il passe d'un état à un état 2. Donc, certainement, les deux paramètres ne vont pas rester constants. S'il y a un paramètre qui change, obligatoirement, si vous maintenez un constant, vous êtes l'autre paramètre qui va changer, tout simplement, d'accord? Obligatoire. Donc, et ainsi de suite, et etc. Voilà ce qu'on appelle la loi, si vous voulez, la loi de Boyle-Mariotte, d'accord? Ensuite, la seconde loi, c'est ce qu'on appelle la loi de Schall, d'accord? Et donc, en fait, la pression varie directement avec la température lorsque le volume est constant. Et en fait, qu'est-ce que vous avez? Donc, c'est ce qu'on appelle un échauffement ou un refroidissement à volume constant. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce que vous faites? Vous maintenez le volume constant. Et on revient toujours à cette équation. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez PV
égale nRT, d'accord? Si vous maintenez le volume constant, donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir P sur T, c'est égal à quoi? D'accord? Je vais avoir NR sur V. Ça, c'est constant. Si ça, c'est constant, donc en état 1, je vais avoir P1 sur T1. Si c'est constant, donc ça va toujours égal à P2 sur T2 égale, disons, P3 sur T3. C'est tout simplement ça, ce que ça veut dire. Donc en fait, qu'est-ce que vous avez dans la loi de Charles? Si le volume est constant, ben, le rapport de la pression sur la pression reste constant, c'est égal à une constante tout simplement. D'accord? OK? Et donc vous avez, et donc qu'est-ce que je peux dire à partir d'ici? Donc qu'est-ce que je vais faire? Et bien sûr, j'ai P1 sur P2 que je transforme, c'est égal à quoi? À T1 sur T2, etc. Et ainsi de suite. Voilà que ça veut. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Oui? Oui, Donc monsieur. voilà, c'est ça ce que vous avez. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, la troisième loi. Donc, la première loi, disons, la première loi, c'est la loi de Boyle-Mariotte, PV constante. Deuxième loi, donc, c'est le volume qui est constant. Tout à l'heure, c'était la température constante. Cette fois, c'est le volume qui est constant, d'accord? Et maintenant, c'est la loi de Gay-Lussac, d'accord? La loi de Gay-Lussac. En fait, le volume d'un gaz va directement lorsque la pression, et maintenant, cette fois-ci, c'est la pression qui est constante, d'accord? C'est la pression qui est constante. Et bien sûr, on revient toujours à notre relation. Donc, en fait, si la pression est constante, j'avais toujours PV égale nRT. Si la pression est constante, qu'est-ce que je vais avoir? V sur T égale quoi? NR sur P. Disons, ce terme étant constant, ben c'est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce que je vais avoir tout simplement? Donc, je vais avoir, si vous voulez, V1 que je calcule, je peux le calculer tout simplement par ce que vous avez là-bas, d'accord? Donc, vous avez V1 égale NRT1 P1, vous avez cette relation ici, d'accord? Et bien sûr, le rapport que vous pouvez avoir, donc vous pouvez écrire que V1 sur V2, tout simplement, c'est égal à quoi? À T1 sur T2. Pourquoi? Parce que P égale, la pression est tout simplement constante. C'est clair? Oui ou non? Voilà donc la troisième loi de Gay-Lussac. Donc en fait, vous aviez la température constante sur le Boyle-Mariotte, d'accord? C'est ça, non? Ensuite, vous avez la deuxième loi, le volume constant sur la loi de Charles. Et la troisième loi, ce qu'on appelle la loi de Gay-Lussac, cette fois-ci, c'est disons, la pression qui est constante et vous avez cette relation. OK? Est-ce que c'est clair? Oui ou non? C'est clair? Bah, Oui, bah, monsieur. écoutez, donc en fait, c'est tout à fait normal. Donc en fait, on revient un petit peu donc les équations des gaz parfaits, tout à fait logique. Donc en fait, si j'écris PV égale nRT, d'accord? Bon, qu'est-ce que nous avons? Donc si vous pratiquement si vous voulez combiner tout ça, si vous divisez par T, donc vous allez avoir PV sur T, c'est égal à NR. Donc ça, c'est des constantes pour les gaz parfaits. Donc la quantité de matière ne change pas et disons la constante des gaz parfaits ne change pas. Donc tout ça, ça veut dire que c'est une constante tout simplement. Si vous combinez tout ça, d'accord? C'est-à-dire que le rapport de PV sur T reste toujours constant. Si vous faites varier un paramètre, automatiquement, l'un des paramètres va changer pour garder la formule, disons, qui va être constante dans le temps. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Ah, bien sûr, il faut toujours revenir un petit peu, donc, la valeur de R, c'est ce qu'on appelle, donc c'est une propriété liée à la masse molaire, d'accord? Donc, donc, vous avez ici, donc, c'est la constante des gaz parfaits. On va voir la valeur tout à l'heure, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Oui? C'est bon? Oui? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très C'est bien. On va passer à autre chose. Maintenant, voilà. Donc, en fait, oui, je suis parti un peu trop loin. Donc, maintenant, je suis ici. Alors, bien sûr, on avait dit que tout à l'heure, donc, en fait, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, disons, la constante des gaz parfaits, d'accord? Et vous avez donc, en fait, R qui est égal à petit r, donc, sur M, donc, c'est le nombre de mots ici, divisé par la masse molaire, et la valeur, c'est 8,32. L'unité, c'est des joules par mol, d'accord? Par degré Kelvin, d'accord? Et vous avez donc R, cette valeur de R, c'est Cp moins Cv, d'accord? C'est ce qu'on appelle la relation de Meyer qu'il faut connaître. C'est des joules par kilogramme par degré Kelvin, d'accord? Ce qu'on appelle la relation de Meyer. C'est des données donc thermodynamiques qu'il faut connaître, d'accord? OK? Et donc, en fait, tout simplement, lorsque vous faites un petit peu, donc en fait, vous avez NR, donc en fait, si vous faites disparaître, disons, la masse molaire, la masse, etc., le nombre de moles,
ben, vous faites sauter, vous avez donc d'une manière la loi qui était tout à l'heure PV égale NRT, petit r, donc vous avez PV égale RT, vous avez sauté le nombre de moles. Le petit n, il saute tout simplement, d'accord? Voilà. Et donc en fait aussi, ça c'est ce qu'on appelle aussi l'équation de Clapeyron, d'accord? Tout simplement. OK? Oui, elle est valide pour une mole de gaz, bien sûr, pour un mole, elle devient NRT, d'accord? Voilà un petit peu la notion. Donc lorsque vous avez une seule mole, c'est une unité. Alors, la mole, c'est une unité de la substance. C'est une unité de la substance. Ça peut être, si vous voulez, 1 kilo, 1 gramme, tout ce que vous voulez. OK? Lorsque vous avez plusieurs moles, bien sûr, vous multipliez par le nombre de moles ou bien la masse qui va rentrer en ligne de compte. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, là? Très bien. C'est des relations qu'il faut connaître, tout simplement. D'accord? Alors, CP, c'est quoi, s'il vous plaît? CP, c'est quoi? CP, c'est quoi? CP, c'est quoi, s'il vous plaît? CP, c'est quoi? CP, c'est quoi? J'écoute. C'est quoi CP? Bacha, Bacha, s'il vous plaît. C'est quoi CP? C'est quoi CP, Bacha? Je ne sais pas, Quelqu'un. monsieur. Hein. Merci. Ben, ouais, il faut le dire, je ne sais pas, c'est pas un problème. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler parce qu'on l'a défini la dernière fois? Oui? Non, là, je n'étais C'est pas quoi? présent quand il y a des problèmes de Capacité connexion. massée. Oui, c'est la chaleur massique. C'est la chaleur massique à pression constante. Le CP, c'est la chaleur massique à pression constante. Qui a parlé, s'il vous plaît? Qui a parlé? Ça, Bilal. Bilal, je Bah, compte Bilal. D'accord, c'est Hafsa, c'est ça? oui, Merci. Et CV, c'est quoi? capacité massée dans un volume. Constant. À volume constant. C'est la chaleur massique à volume constant. D'accord? C'est clair? Voilà, tout simplement. Oui. OK? Très, très bien. Et donc, en fait, on a, si vous voulez, maintenant, regardez, si vous voulez, ce qu'on appelle la représentation graphique de l'équation de Clapeyron. D'accord? L'équation de Clapeyron qu'on avait dit, c'est PV égale RT. D'accord? PV égale RT. Alors, combien vous avez de paramètres? Vous avez la pression. D'accord? Vous avez la pression. D'accord? Vous avez le volume. Et vous avez la température. Ah, bien sûr, le fait que j'ai trois paramètres, je vais avoir combien d'axes? Trois axes, n'est-ce pas? Oui ou non? Je vais avoir trois axes dans l'espace. Donc, si vous regardez ici, donc ça, c'est une représentation dans l'espace, d'accord? Disons de la variation de l'état du système ou du gaz que vous êtes en train de faire subir des transformations, d'accord? Et en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, j'ai PV, d'accord? Donc, je peux aussi avoir quoi? Donc, vous avez les isobars qui sont là. Je peux aussi avoir quoi? Vous avez le PV ici. Je peux aussi avoir quoi, s'il vous plaît? Je peux avoir le PT, la pression, la variation de la pression en fonction de la température. Et je peux aussi avoir donc la pression, donc le volume en fonction de la température. Et je peux aussi avoir la variation de la pression en fonction du volume. Alors, regardez combien j'ai de courbes ici, s'il vous plaît. Donc, la première des choses, je peux avoir la variation de P en fonction de quoi? P, c'est une fonction de quoi? C'est une fonction de la température, par exemple. Je prends le premier de la température, d'accord? Si je regarde ce graphe ici, regardez ici, d'accord? D'accord? Si je regarde ce graphe, donc en fait, si je suis dans l'espace, mais j'ai quoi? J'ai la variation de la pression. J'ai la variation de la pression en fonction de quoi? En fonction de la... Donc ça, c'est des isochores. Donc vous les voyez, les coups de droite à gauche. D'accord? Ça, c'est la variation disons, de la pression en fonction des températures. Ce sont des courbes qui sont à peu près comme ça, d'accord? C'est des lignes tout simplement, d'accord? Comme ça. Et ça dépend, si vous voulez, disons, du volume que vous avez. Pour différents types de volumes, vous avez une certaine variation, d'accord? Ça, c'est la première variation, donc, ce que vous avez vu. Maintenant, vous avez donc en fait ici, ce que j'ai ici, c'est le deuxième, c'est la variation de la pression en fonction du volume. D'accord? Donc, c'est la variation
disons, de la pression en fonction du volume. Et bien sûr, j'ai toujours la pression qui est toujours là, d'accord, sur l'axe, et j'ai le volume qui est ici, d'accord. Et vous voyez bien maintenant que ce n'est pas des droites, ce ne sont pas des droites. Ce ne sont pas des droites du tout, d'accord. Bien sûr, l'évolution, comment elle va se faire? Elle va se faire, ce sont, si vous voulez, des courbes comme ça, d'accord, qui vont partir dans ce sens, d'accord. Et bien sûr, vous avez des isothermes, ça c'est T constante. Donc, vous avez peut-être T1, T2, T3, etc., ainsi de suite. D'accord? OK? Elles sont différentes. Ça, c'est ce qu'on appelle les isothermes, donc variation de P en fonction du volume. Maintenant, le dernier type, c'est quoi? Le dernier type, c'est quoi? C'est, voilà, donc c'est la variation de la pression en fonction du volume. D'accord? D'accord? Donc, c'est la variation, si vous voulez, ici. Donc, la variation de la pression, donc on a vu la température, et on a vu donc le volume ici, d'accord? Ben, il faut voir maintenant, c'est la variation de la température en fonction de quoi? En fonction de quoi, s'il vous plaît? En fonction du volume. Donc, la variation de la température en fonction du volume. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la température et vous avez le volume qui est ici. Ce sont toujours, cette fois-ci, ce sont des droites. Ce sont des droites, d'accord? Voilà, qui sont comme ça. Et ces droites, c'est ce qu'on appelle les isobars. Donc, c'est des pressions constantes. Donc, vous allez avoir P1, une certaine pression P2, une certaine pression P3, etc. Peu importe. D'accord? Ce qu'on appelle, si vous voulez, alors, les diagrammes, ils sont bien nommés. Il faut toujours, si vous voulez, les connaître. Bien sûr, ça c'est le diagramme PT, donc disons, en fait, on trace le diagramme, la variation de la pression en fonction de la température. Vous avez des droites, donc vous avez des volumes V1, V2, etc., V3. Ici, c'est la variation de la pression en fonction du volume, donc c'est des droites, ce qu'on appelle des isothermes, donc c'est le diagramme PV. Ensuite, vous avez donc les diagrammes TV, donc les isobars, vous avez les diagrammes qui sont comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle. Alors, justement, là, vous avez, ce que vous avez ici, au milieu, c'est une représentation disons, dans l'espace, en 3D. Alors, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, allez sur Internet et téléchargez le diagramme de Clapeyron en 3D, d'accord? C'est clair? Pas de la façon dont il est expliqué ici, mais vous pouvez l'avoir donc en 3D directement, ok? Vous allez le faire, j'espère. Est-ce que vous avez des questions? Inch'Allah, n'oubliez pas, donc, est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron. Le diagramme de Clapeyron, c'est une représentation ensemble de toutes les transformations, de toutes les variations, donc de la pression en fonction de la température, la pression en fonction du volume et la température en fonction, si vous voulez, du volume. Est-ce que c'est clair? Oui? OK? Oui, monsieur. Alors, bien sûr, si vous regardez ici le diagramme de Clapeyron, vous avez l'origine qui est là. D'accord? Vous avez l'origine qui est là, donc en fait, c'est un zéro qui est là. Vous avez la pression ici, vous avez la température qui est ici, d'accord? OK? Et ensuite, vous avez le volume qui est là. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe à la suite. Donc, maintenant, en fait, si vous voulez, le gaz parfait n'existe pas en général. Il n'y a jamais de gaz parfait. D'accord? OK? Il n'y a jamais de gaz parfait. Et donc, en fait, on distingue, si vous voulez, ce qu'on appelle les gaz parfaits et semi-parfaits. Donc, ils vont satisfaire, si vous voulez, toujours à l'équation que nous avons ici, d'accord? Cette équation de la loi des gaz parfaits, toujours la connaître, d'accord? Et bien sûr, on dit toujours que pour un gaz parfait, les chaleurs massiques Cp et Cv restent constantes, d'accord? Elles ne changent pas, donc, enfin, avec la température. Mais par contre, les gaz donc semi-parfaits, qui ne sont pas parfaits, les chaleurs massiques vont changer avec la température. Alors, souvenez-vous un petit peu, quelle était l'unité? Quelle était l'unité des chaleurs massiques, s'il vous plaît? Quelle était l'unité de Cp et de Cv? Oui, j'écoute. Quelle était l'unité de Cp et de Cv? L'unité, c'est quoi? Quelqu'un peut-il me rappeler, s'il vous plaît? Monsieur, G sur kilogramme Et J, c'est quoi? sur Et J, c'est quoi? joule. Joule par kilogramme par degré Kelvin, c'est ça? Kilogramme degré. Voilà. Donc, en fait, en fait, ce que vous avez, c'est des unités d'énergie par unité de masse par unité de température. Voilà. Parce que Unité c'est température.
Voilà, donc il faut toujours avoir, si vous voulez, si vous voulez, les unités des valeurs, enfin, des éléments, il faut toujours les connaître. D'accord? Voilà. Donc, on va passer maintenant. Donc, vous avez cette loi qui est là. Bon, les gaz réels. Alors, les gaz réels, c'est quoi les gaz réels? Alors, bon, on va vraiment pas, on n'aura pas besoin de ça, mais en fait, les gaz réels, ils vont suivre une certaine loi. D'accord? Ils vont suivre une certaine loi. Donc, dans ce cas, l'interdépendance des variables d'état assurée par l'état, c'est vous avez une certaine fonction qui est ici. Et ce que j'appelle donc la relation F, ou la fonction F, la relation entre la pression, le volume et la température, fait toujours que T égale 0, mais c'est une forme qui est un peu compliquée. Donc, vous savez bien que la loi des gaz parfaits, elle est toute simple. Donc, vous avez PV égale nRT, tout simplement. D'accord? Mais lorsque vous avez, par exemple, si vous voulez, la loi des gaz parfaits, ce n'est plus que ce qu'on avait tout à l'heure, PV égale nRT, mais vous avez une équation qui a été, si vous voulez, donnée par ce qu'on appelle l'équation de Van der Waals, d'accord? Et vous avez cette relation, d'accord? Vous avez cette relation. Et bien sûr, pourquoi? Parce que les gaz parfaits, il y a toujours une interaction. On avait dit qu'un gaz parfait, c'est-à-dire que les molécules ne se touchaient pas. Il n'y avait pas d'interaction entre les molécules. Les gaz parfaits, réellement, vous avez toujours, lorsque les molécules bougent, elles sont toujours en collision entre l'une avec l'autre. Et donc, en fait, vous avez des interactions avec, si vous voulez, entre elles. Et à ce moment-là, vous avez bien sûr surtout les températures qui vont changer, les forces les pressions qui vont changer, etc. D'accord? Et bien sûr, bon, vous avez ce qu'on appelle ici l'équation de Van der Waals. Et bien sûr, on retrouve toujours, comment dire, le terme nRT qui est toujours là, mais vous avez, enfin, c'est la variation, disons, de volume qui va être un peu, disons, compliquée. D'accord? Okay? Vous avez cette relation ici. Ne vous en faites pas, nous n'aurons pas besoin d'utiliser cette équation. Nous sommes d'accord? En fait, vous avez toujours, donc en fait, vous avez les valeurs de A et de B, les valeurs des coefficients A et B que vous avez ici, ben, elles sont données par cette équation. Donc en fait, c'est un peu compliqué, d'accord? On ne vous demande pas, si vous voulez, comment dirais-je, de connaître ces deux équations, ça ne nous intéresse pas du tout, d'accord? C'est clair, c'est juste une petite introduction pour vous dire que les gaz parfaits, la loi n'est pas linéaire. Donc, lorsque vous avez PV, c'est pas PV NRT, vous avez ce type d'équation que nous avons ici. D'accord? Bien sûr, bon, ça c'est bien sûr à l'utiliser dans des applications plus poussées pour nous. Donc, dans le conditionnement d'air ou, si vous voulez, dans la ventilation, on n'aura certainement pas besoin si vous voulez, de l'équation de Van der Waals. On aura juste besoin, disons, de la loi classique, donc l'équation de Clapeyron, tout simple, des gaz parfaits, l'équation des gaz parfaits. C'est clair? Maintenant, donc, on va aborder donc le premier principe de la thermodynamique. D'accord? Le premier principe de la thermodynamique. Alors, le premier principe de la thermodynamique, donc, en fait, c'est juste une application de la conservation d'énergie. D'accord? OK? C'est le principe, disons, de la conservation d'énergie. Alors, cette conservation d'énergie, qu'est-ce qu'elle dit? Regardez. Et donc, en fait, cette conservation d'énergie que nous avons ici, donc, le premier principe, qu'est-ce que nous avons? Donc, vous avez certainement une variation d'énergie interne. Vous avez certainement, si vous voulez, une certaine quantité de chaleur qui va être mise en jeu. Et vous avez aussi un certain travail qui va être mis en jeu. Donc, en fait, regardez. Si je prends, si vous voulez, un système, un état, d'accord? Il avait ce qu'on appelle une certaine énergie interne. C'est comme nous, par exemple, les personnes, d'accord? On est dans un certain état, donc on ne bouge pas, on est standstill, comme on dit en anglais, donc on ne bouge pas du tout. Nous avons une certaine quantité d'énergie interne. Elle ne va pas varier, d'accord? OK? Maintenant, si vous voulez, donc en fait, pour que l'état, donc ce système passe à un état 2, d'accord? Passe à un état 2, bah, disons, la quantité d'énergie elle va changer. Nous sommes d'accord, oui ou non? Donc, si vous changez d'état, certainement qu'il y a quelque chose qui a été mis en jeu. Alors, qu'est-ce qui peut être mis en jeu? C'est uniquement, alors, pour faire changer un système d'un état vers un autre, soit c'est les quantités qui ont les variables qui sont mises en jeu, soit c'est la chaleur ou quoi? Ou bien le travail. Donc, vous avez, pour faire changer l'énergie interne d'un système, soit vous faites changer la quantité de chaleur, d'accord?
où vous faites changer la quantité de travail, d'accord, que vous fournissez ou bien que vous prenez, et en fait, vous pouvez aussi changer les deux. Donc, si par exemple, je lui donne de la chaleur, donc je donne du travail et que je récupère de la chaleur, ou vice-versa, je donne une quantité de chaleur que je récupère du travail, donc l'état du système va changer de l'état 1. Donc, la variation d'énergie interne va changer, donc, disons, de l'état 1 vers l'état. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir pour que l'énergie interne d'un système change, il faudra mettre en jeu soit une quantité de chaleur ou bien un travail tout simplement. Donc, il y a transfert de chaleur ou de travail, tout ce que vous voulez, à une masse de système ou de fluide, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, là? Oui? Oui? C'est clair? C'est Donc, en clair. fait, voilà. Donc, en fait, vous avez la variation d'énergie interne donc, que vous avez ici. Donc, en fait, vous avez donc la variation d'énergie interne que vous avez ici. D'accord? Et donc, elle est là. En fait, qu'est-ce que j'ai? Que j'ai. Donc, j'ai delta U. Donc, en fait, là, delta U, c'est quoi? J'ai U2 moins U1 que je vais appeler delta U, c'est la variation d'énergie interne. C'est égal à quoi? Bien sûr, bon, c'est toujours Q, d'accord? Et moins W. Pourquoi? Parce que c'est un travail, si vous voulez, qui est négatif. Pourquoi négatif? Parce que, si vous voulez, il est fourni au système. Quand on a fourni une certaine quantité de chaleur pour le système, c'est positif. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fournit du travail. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un travail négatif pour le système lui-même. OK? Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Et donc, en fait, voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, schématisé par ce petit schéma que vous avez ici. OK? Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, si vous avez par exemple un certain système, un gaz, un fluide, tout ce que vous voulez, et donc qui était en état 1, d'accord? OK? Donc, vous lui fournissez un certain travail, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Donc, vous l'abaissez, donc vous avez ici, et vous avez qu'est-ce que le volume qui va changer, donc vous avez la condition de travail qui va changer, vous avez des transformations du système, d'accord? Donc, l'énergie d'un tel va changer pour ce système. Et en fait, le premier principe de la thermodynamique, tout simplement, c'est quoi? C'est ce que j'ai écrit ici, tout simplement. Donc, c'est delta U égale Q moins W. Mais en fait, en général, on l'écrit de manière très simple et plus générale, d'accord? Parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est une machine thermique ou bien un moteur, d'accord? Donc, en fait, disons, le système que nous avons, d'accord? Le système que nous avons. Donc, en fait, en général, on va l'écrire d'une manière générale. On va écrire que la variation d'énergie interne, c'est quoi? C'est quoi? C'est delta Q plus delta W. Voilà ce qu'on appelle, si vous voulez, le premier principe de la thermodynamique. Donc, la variation d'énergie interne, elle est sujette à la variation de la chaleur et aussi de la variation du travail. Donc, si un travail qui est donné, c'est négatif, si c'est, par exemple, il faut de la chaleur, il donne de la chaleur, c'est négatif Q négatif. Donc, si le système reçoit du travail, il donne de la chaleur, ça c'est positif, ça c'est négatif, et vice-versa. D'accord? OK? Oui, s'il vous plaît, c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il Monsieur, vous plaît? Oui, bah, oui, oui. Qui parle? reçoit, c'est Un, plus ou... un système qui reçoit, c'est toujours positif, d'accord? Un système disons, qui donne, c'est toujours négatif, que ce soit chaleur ou travail, d'accord? Par exemple? Eh ben, en fait, vous avez toujours, on revient toujours sur les équations de Clapeyron, on les a vues, donc tout ça, la variation de la pression du volume, on les a vues, c'est pas la peine de revenir dessus, d'accord? OK? Et donc, en fait, on avait dit que l'évolution des conditions de chaleur, on l'a vu aussi du travail par relation respective. Donc, en fait, on avait vu tout à l'heure, en fait, que c'est quoi? C'est Q égale intégrale. Pourquoi? Parce qu'on avait écrit tout à l'heure, si vous vous souvenez, on avait quoi? On avait dQ. La variation de la chose, c'était quoi? dQ égale quoi? Égale quoi? C'est quoi? En unité de masse. Donc, c'est MC d'une manière générale. On ne sait pas si c'est V ou P, d'accord? Donc, c'est P delta, delta T, d'accord? En fait, qu'est-ce que j'ai? Bon, si c'est par unité de masse, M égale 1. C'est pour ça que le M n'intervient pas ici. Nous sommes d'accord? C'est clair? Donc, si c'est par unité de masse, je vais avoir simplement dQ égale C delta T et je vais intégrer, disons, la quantité de charge donc entre l'état 1 et l'état 2, tout simplement. D'accord? Et bien sûr, toujours, lorsque vous avez pour le travail, toujours le travail, c'est, on avait dit tout à fait, on a défini tout à fait au début que le travail, c'est quoi? Il est fonction de la variation du volume. Donc, vous avez
entre l'état 1 et l'état 2, donc si P est constant, c'est la variation de volume que nous avons, donc en fait c'est intégrale de PDV. Et selon, si vous voulez, les différents types de transformation, on a les différentes relations pour le travail, que ce soit isocore, isobar ou isotherme. Nous sommes d'accord là-dessus? Oui ou non? Oui ou non? Alors maintenant, si vous voulez, suivez-moi très très bien. Donc, les quantités de chaleur, comment on les calcule? Le travail, c'est clair, d'accord? Quel que soit le type de, disons, de transformation. Maintenant, ce qu'on appelle, si vous voulez, les fonctions d'état. Ce qu'on appelle les fonctions d'état qui sont très importantes. Fonctions d'état. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne. On l'avait défini, d'accord? L'énergie interne, donc, que nous avons, donc l'énergie interne est sujette à la variation de chaleur et aussi à la variation, si vous voulez, de quoi? De travail. D'accord? En fait, je l'appelle U2 moins U1 parce que donc, je vais d'un état à un, donc c'est la variation, donc U1, 2, donc c'est U2 moins U1. Et bien sûr, ça c'est quoi? C'est CV multiplié par la variation de température de l'état 1 moins la température à l'état 1. Donc, si vous avez par exemple un corps qui a été en état 1, d'accord? Et ensuite, donc vous avez une certaine température T1, il va évoluer vers un certain, si vous voulez, état 2, d'accord? Et bien sûr, à une température T2. Donc, la variation de l'énergie interne, c'est quoi? C'est le CV multiplié par delta T, d'accord? Et en fait, qu'est-ce que vous allez avoir? Pardon? Volume constant. Oui, volume constant. L'énergie interne, c'est le volume constant. C'est pour ça qu'on écrit CV, d'accord? Ce volume, il est constant, d'accord? Le volume est constant. Maintenant, on a aussi, donc, en fait, une autre fonction d'état, qu'est-ce qu'on appelle, si vous voulez, l'enthalpie. Qu'on appelle l'enthalpie, d'accord? Et donc, ça, c'est l'énergie interne. L'enthalpie, alors, ce terme, il faut bien le retenir. Ce terme, il faut bien le retenir, c'est à chaque fois il revient dans notre application, dans le conditionnement d'air ou chauffage. Donc, vous avez l'enthalpie, et qu'on appelle delta H. Donc, H, c'est l'enthalpie. Donc, ça, c'est la variation d'enthalpie H, qui est égale généralement à H2 moins H1, donc c'est en fonction des états 1 et des états 2. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. Donc, c'est CP facteur de T2 moins T1. Donc, vous voyez bien la différence maintenant entre l'énergie interne et l'enthalpie. L'énergie interne, c'est CV delta T, et l'enthalpie, c'est CP delta T. D'accord? C'est CP delta T. Donc ça, c'est la chaleur massique à pression constante pour l'enthalpie, d'accord? Et ici, disons l'énergie interne, c'est la chaleur massique à volume constant, d'accord? Voilà. Donc maintenant aussi, on va définir, si vous voulez, donc en fait, la notion d'entropie. La notion d'entropie, en fait, qu'est-ce que c'est? Cette notion, elle est un peu compliquée à comprendre, mais on va essayer de donner un petit peu, si vous voulez, une certaine, si vous voulez, définition. D'accord? Si vous voulez, l'entropie, c'est une fonction d'état qu'on appelle S, d'accord? L'entropie, on l'appelle S, d'accord? Elle ne dépend que de deux états, initial et final de la elle est donnée par Strauss. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne dépend que du chemin suivi, d'accord? Donc, de l'état initial et de l'état final. Donc, si vous avez, par exemple, un état 1, vous avez ici, et vous avez, par exemple, un état 2, il va y avoir une certaine transformation, peu importe, d'accord? Donc, si j'avais, par exemple, si vous voulez, un état 1, si j'avais, en fait, l'entropie S1, on va la définir par ici, et l'entropie S2, donc, pardon, c'est S1 ici, et S2 ici. D'accord? En fait, bon, c'est la variation d'entropie. Alors, la variation d'entropie, on va, si vous voulez, la définir. Alors, regardez un petit peu. L'équation, donc, la variation, la relation entre l'entropie, la pression, la température et le volume, c'est cette relation. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons? La variation d'entropie dépend que de l'état final et de l'état initial. Donc, nous avons delta S qui est égal à S2 moins S. Alors, on va voir par la suite qu'est-ce que c'est que l'entropie. En fait, l'entropie, c'est quoi? C'est la variation de quantité de chaleur à température constante. D'accord? C'est la variation de quantité de chaleur
à température constante. Donc, vous allez maintenir la température constante et vous faites varier un petit peu donc l'énergie du système, d'accord? Et ça veut dire quoi si vous mettez la température constante? C'est que c'est la pression ou le volume qui vont changer certainement, d'accord? Et donc en fait, la relation entre, si vous voulez, l'énergie interne, donc lorsque vous avez une variation infinitésimale de, disons, de l'énergie interne, c'est égal à quoi? À T ds, d'accord? Alors, TDS, c'est température constante multipliée par la variation infinitésimale de l'entropie, d'accord? Et moins, donc la pression, donc moins le travail, donc en fait, ça c'est un travail, d'accord? Et ça, c'est une quantité de chaleur qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Alors, s'il vous plaît, donc en fait, c'est tellement basique, donc en fait, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était quoi? Ça, c'est quoi? Le PDV, c'est quoi? Le PDV, c'est quoi? C'est un travail, n'est-ce pas? Travail. Et alors, pour retrouver, on avait dit tout à l'heure que l'énergie interne, c'était quoi? C'était dQ, n'est-ce pas? TT de chaleur. Voilà, en fait, pour avoir le dQ ici, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé d'avoir le ds qui était quoi? À Q, à dQ sur T, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez bien que l'entropie, c'est quoi? C'est la variation de la quantité de chaleur à température constante. Pourquoi? Parce que si je remplace ici, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais avoir T multiplié par dQ divisé par T, et bien sûr, moins W. Alors, je peux simplifier le T ici, et qu'est-ce que je retrouve l'expression que j'avais pour le premier principe, n'est-ce pas? C'est clair? Oui ou non? Oui, monsieur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vous ai dit, ce que je vous avais dit tout à l'heure, enfin, c'est quoi? L'entropie, c'est la variation de la quantité de chaleur à température constante, tout simplement. C'est delta Q sur T, tout simple. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Jean, j'écoute. C'est clair, monsieur. Très, très bien. Alors, très, très bien. Si c'est clair, on va passer à autre chose. Et donc, en fait, voilà, donc, à partir de cette relation de l'énergie interne, c'est pas sorcier. Donc, en fait, j'ai dit que ce ds, c'est quoi, en fait? C'est dq sur t. D'accord? C'est dq sur t, tout simplement, vous l'emplacez et vous avez ds, c'est dq sur t. Donc, voilà. Et vous calculez l'entropie à partir de cette relation-là, et vous avez, bien sûr, l'entropie qui est égale à la variation de l'énergie interne, d'accord, plus le travail, divisé par la température qui est pratiquement, si vous voulez, constante, tout simplement. Avec, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, donc en fait, D, c'est quoi? C'est CVDT. Donc, D égale CVDT. Je remplace D par son expression. Donc, je vais avoir quoi? DT CV sur T plus P sur T dV. Donc, voilà, si vous voulez, et ça, donc les grosses preuves, donc ce que vous avez, donc voilà ce que vous avez. Donc, vous allez avoir cette relation ici. D'accord? OK? Est-ce que c'est clair? Bon, maintenant, si je reprends un petit peu l'équation des gaz parfaits, donc vous avez P sur T, PV égale RT, donc j'ai P sur T égale R sur V. Ben, je remplace un petit peu tout ce que j'ai ici, d'accord? Je remplace, disons, le P sur T par son expression, d'accord, ici, d'accord? Et en fait, qu'est-ce que vous allez avoir? Voilà ce que vous allez avoir tout simplement. Donc, je remplace ici, donc vous allez avoir CV, donc le DT, je le remplace, le P sur T, je le remplace ici. Donc, vous avez une seule équation. Et vous allez remplacer, que vous avez ds, c'est CV dt sur T, plus RdV sur T. Donc, c'est la variation de température, ici, d'accord, et la variation de volume. Et donc, en fait, le delta S, donc la variation de l'entropie, c'est quoi? Vous intégrez tout simplement. CV, il est constant, et il est constant. Vous le sortez. Donc, vous avez dt sur T et dv sur V. Ça, c'est des logarithmes. Donc, lorsque vous allez intégrer, vous allez trouver tout simplement que la variation d'entropie, c'est quoi? C'est CV ln népérien de T2 sur T1 et plus R ln de V2 sur V1, tout simplement. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, voilà l'expression de l'entropie. Voilà l'expression de l'entropie, tout simplement. Donc, l'entropie, pratiquement, c'est une variation d'une quantité de chaleur dans le système, bien sûr, mais à température constante, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui? Ah, bien sûr, maintenant, s'il vous plaît, donc en fait, lorsque vous prenez cette équation ici, vous avez la loi des gaz PV, et que vous dérivez
par rapport aux deux variables. Donc, vous dérivez par rapport à P et V, les mathématiques, vous les connaissez. Donc, en fait, lorsque vous avez un produit, vous dérivez un produit, c'est quoi? Vous maintenez le premier terme constant et vous dérivez le deuxième. Ensuite, vous maintenez le deuxième constant et vous dérivez le deuxième. Donc, c'est quoi? La dérivée de PV, c'est PdV plus VdP tout simplement. Et vous dérivez de ce côté, donc vous avez L qui est constant, donc c'est dP. D'accord? Ensuite, bon, vous écrivez avec ce, vous allongez un petit peu pour avoir ce résultat ici, d'accord? OK? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Pour remplacer, donc vous allez voir un petit peu, ça c'était en fonction de quoi? C'était tout à l'heure, c'était en fonction des volumes. Maintenant, je peux exprimer ça en fonction disons des pressions. Tout à l'heure, c'était plus R ln de V2 sur V1. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais avoir? En remplaçant les volumes par les pressions, tout simplement, ben, le signe qui change tout simplement. D'accord? C'est toujours, donc vous avez toujours, donc c'est CP toujours. D'accord? Lorsque vous maintenez les pressions, donc vous avez CP et non plus CV. L de P2 CP1 tout simplement. C'est des, alors, si vous voulez ln, c'est des logarithmes népériens, s'il vous plaît. D'accord? Des logarithmes. Ah, bien sûr, vous avez plusieurs façons disons, de représenter ça, d'accord? Vous avez les températures avec la première expression, c'est quoi? C'est les températures avec les volumes. Deuxième expression, c'est quoi? C'est les températures avec les pressions. Troisième expression, c'est les volumes en fonction des pressions. Trois possibilités, disons, d'exprimer l'entropie. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Est-ce que c'est clair? J'écoute. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Très, très bien. Merci. Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui? Allô? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez... Alors, je pense est-ce que la semaine prochaine, ça va être en présentiel? Oui. D'accord. Inch'Allah. Très, très bien. Inch'Allah, billah. Au moins, on va vous voir tous là. Hein. Ouais. Allez, bon courage les jeunes. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Alors, essayez comme je vous dis, de télécharger le diagramme de Clapeyron, s'il vous plaît, d'accord? Et essayez de revoir un petit peu votre cours. Il faut le revoir pour comprendre les thèmes que nous avons vus. N'est-ce pas? Allez, bon courage. Bon courage.